Un poids de plomb pesait sur ses tempes, pulsant à l'unisson avec le bip assourdissant des machines. Chaque respiration envoyait un picotement douloureux dans sa poitrine, comme si des milliers de minuscules aiguilles lui perçaient les poumons. Mia entr'ouvrit légèrement les yeux, mais la lumière vive qui perçait la pénombre la força à les refermer aussitôt. Elle se sentait comme une poupée de chiffon désarticulée, assemblée de pièces dont chacune était endolorie et lancinante. Oh! Que s'était-il passé? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit comme des mouches insistantes. Il n'y avait pas de réponse, seulement des fragments de souvenirs, des flashs vifs, des images éparses qui défilaient devant ses yeux sans parvenir à former une séquence cohérente d'événements. Sa bouche était sèche, elle était tourmentée par la soif. Elle voulait crier, appeler à l'aide, mais son corps n'obéissait pas, comme paralysé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rassemblant ses dernières forces, Mia entr'ouvrit à peine les yeux. Elle se trouvait dans une petite pièce éclairée par une faible lumière. Des murs blancs, du matériel médical, des moniteurs qui bipaient. Tout indiquait qu'elle était à l'hôpital, très probablement en soins intensifs. Un bruissement de pas à peine audible la fit se figer. Quelqu'un approchait. Instinctivement, faisant semblant de dormir, Mia tendit l'oreille. Les pas s'arrêtèrent près de son lit. À cet instant, une voix retentit, autrefois si douloureusement familière, mais maintenant étrange et sinistre. La voix de son mari. « Alors, comment se passe le procès et le divorce ?» dit Roger. Mia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'y avait aucune trace de sympathie dans la voix de son mari, seulement de la malice et de la moquerie. Elle retint sa respiration, essayant de ne pas révéler qu'elle était réveillée, comprenant qu'elle devait être extrêmement prudente et découvrir ce qui se passait avant d'agir. « Il n'y aura pas de divorce, comme tu peux le voir, » continua Roger avec un sourire narquois, « et pas de partage des biens non plus. Tu n'as pas réussi à déposer les papiers à temps, et maintenant, c'est trop tard. » Mia sentit la colère monter en elle. Elle savait que Roger la trompait et voulait se débarrasser d'elle pour vivre confortablement avec sa maîtresse, mais elle ne pouvait toujours pas croire qu'il était capable d'une telle chose. « Comme tu manques de chance, » dit Roger, savourant chaque mot. Une explosion de gaz domestique, qui l'eût cru? Et tu aimais tant cette maison de campagne, tu rêvais d'y vivre après le divorce. Mia lutta pour retenir ses larmes. Elle se souvenait comment ils avaient choisi cette maison ensemble, planté des arbres et rêvé d'une vie tranquille et paisible dans la nature. Maintenant, tout était détruit, ruiné par l'explosion, et comme elle le réalisait, ce n'était pas un accident. « Bon, très bien, » dit Roger après une pause. « Je dois y aller, Sarah m'attend. Je ne te dérangerai pas pendant que tu t'éteins seule. Adieu. » Elle entendit son mari se retourner et se diriger vers la porte. Puis, un instant plus tard, la porte de l'unité de soins intensifs grinça et une voix de femme appela. « Roger, où étais-tu? » J'étais morte d'inquiétude. « J'arrive, ma chérie, » répondit Roger, et Mia entendit ses pas s'éloigner. Quand tout redevint silencieux, elle ouvrit légèrement les yeux. Maintenant, elle connaissait la vérité avec une certitude de 99,9%. Roger était impliqué dans l'explosion de la maison de campagne. Mais pourquoi avait-il fait ça? Ils avaient vécu ensemble pendant 5 ans. Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à commettre un crime aussi monstrueux? Mia se remémora ce qui s'était passé peu avant la tragédie. Elle travaillait comme graphiste, Roger était dans les affaires. Dans l'ensemble, une famille ordinaire, moyenne. Certains vivent mieux, d'autres moins bien. C'était juste dommage qu'il n'ait pas eu d'enfant, et maintenant encore plus. Elle ne voulait même pas y penser. Peu avant que Roger ne parle de divorce, Mia avait accidentellement trouvé une cachette dans son bureau. À l'intérieur se trouvait un dossier noir contenant des documents, des comptes, des notes, des photos, des relevés d'appels, des écoutes téléphoniques. Bien que Mia ne comprît rien aux affaires, elle réalisa immédiatement que ces documents n'auraient probablement pas dû être là. Ces papiers pouvaient menacer non seulement la carrière de son mari, mais aussi sa liberté. Elle n'en avait pas parlé à Roger à l'époque, ne voulant pas l'alarmer, et avait décidé de lui en parler plus tard. Mais ensuite, les disputes avaient commencé, les querelles, les discussions sur le divorce. Mia n'avait pas pu se retenir et lui avait parlé de la cachette. Elle était convaincue que ces documents étaient la cause de tout. Roger avait sûrement eu peur qu'elle en parle à quelqu'un, alors il avait décidé de se débarrasser d'elle. Mia se souvint du jour de l'explosion. Elle était à la maison de campagne. À ce moment-là, elle ne parlait plus à Roger, se préparant simplement pour le divorce. Elle travaillait dans le jardin, bêchant la terre, plantant des fleurs.
Soudain, elle entendit un bruissement dans les buissons. En regardant dans cette direction, Mia vit un grand chien errant. Elle prit peur, lâcha sa truelle et courut à l'intérieur. Le chien sortit des buissons et se dirigea vers le portail. Malgré sa taille, il était très maigre et visiblement affamé. Voyant un petit pain sur un plateau, reste du petit déjeuner, Mia décida de nourrir le chien. Elle était sur le point de sortir quand une puissante et assourdissante explosion se produisit. Après cela, Mia ne se souvenait de rien. Une douleur sourde et épuisante lui serrait les tempes, l'empêchant de se concentrer. Remuant à peine les paupières, elle entr'ouvrit les yeux. La lumière vive la fit les refermer aussitôt. Le grincement silencieux de la porte la tira de son état de semi-conscience. Mia rouvrit les yeux, s'efforçant de ne pas montrer qu'elle était réveillée. Un homme en blouse blanche se tenait près de son lit, un jeune médecin au regard sérieux et intelligent. « Mia, dit-il doucement en se penchant vers elle, vous m'entendez » Elle hocha à peine la tête. L'homme haussa un sourcil de surprise. « Étrange, murmura-t-il pour lui-même. Pourquoi les capteurs ne se sont-ils pas déclenchés » Le médecin prit sa main, vérifia son pouls. Tout était stable. Elle était consciente et les machines étaient silencieuses. « Ce n'est pas normal, » chuchota Mia, écartant à peine ses lèvres sèches. Le médecin devint immédiatement alerte. « Avez-vous besoin de quelque chose ?»« De l'eau » acquiesça Mia, sentant les larmes monter à ses yeux. Le médecin approcha un coton-tige humide de ses lèvres. L'humidité bienfaisante soulagea un peu sa souffrance. « Qui êtes-vous » murmura Mia, essayant de parler le plus bas possible. « Lucas, répondit-il. Votre médecin traitant. Ne vous inquiétez pas, vous avez une commotion cérébrale causée par le souffle de l'explosion, mais tout passera avec la thérapie. L'important, c'est que vous ayez repris connaissance. Je vous en supplie, chuchota Mia, le regardant droit dans les yeux, ne dites rien à mon mari. Lucas se figea, surpris par sa demande. Que voulez-vous dire ? C'est votre mari, il devrait tout savoir. S'il vous plaît, répéta Mia, une lueur suppliante dans les yeux. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Lucas hésita. En tant que médecin, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais quelque chose dans la voix et le regard de la patiente le poussa à la croire. D'accord, dit-il après une pause. Je ne lui dirai rien pour l'instant. Mais vous devrez m'expliquer pourquoi. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement et l'infirmière entra dans la chambre avec une expression hautaine. Lucas, dit-elle en regardant Mia d'un air suspicieux, tout va bien ? D'autres patients attendent. Je vais bien, Leslie, répondit-il. Je vérifiais juste les relevés. Je ne comprends pas pourquoi les capteurs n'ont pas fonctionné. L'équipement semble en parfait état, nous venons de signer un contrat pour de nouvelles machines. L'infirmière haussa les épaules avec indifférence. Peut-être que quelqu'un y a touché. J'ai entendu dire que le fils de l'aide-soignant est avec lui aujourd'hui. Et ce Karl, un vrai petit diable, il fourre toujours son nez là où il ne faut pas. Lucas fronça les sourcils. D'accord, je garde ça en tête. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Je vais parler à Thomas. L'infirmière eut un ricanement et quitta la pièce, jetant un regard mécontent à Mia en partant. Lucas regarda la patiente avec sympathie. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Juste un petit pépin. Mia hocha la tête, sentant la fatigue envahir son corps. Lucas quitta la chambre et se dirigea vers son bureau. Pour être honnête, il avait besoin de réfléchir. Il ne savait toujours pas à qui faire confiance. Entrant dans son bureau, le médecin composa un numéro. « Thomas, venez me voir, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, un aide-soignant de l'hôpital entra. Petit, mince, avec des yeux fatigués et un visage triste. « Lucas » demanda-t-il anxieusement en regardant le médecin. « Oui, Thomas » acquiesça-t-il. « J'ai besoin de vous parler sérieusement. » Thomas pâlit. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Karl a fait quelque chose ? Leslie m'a dit que votre fils est avec vous dans le service aujourd'hui, est-ce vrai ? » Thomas soupira tristement. « Oui. » Aurait-il pu toucher l'équipement dans la chambre ? Continua le médecin. « Allons, Lucas » s'exclama l'aide-soignant avec véhémence. « Karl est un garçon bien élevé. Curieux, bien sûr, mais il ne va pas là où il ne devrait pas. Non, je suis très strict là-dessus. Pas de contact avec les patients ni d'entrée dans les chambres. Dans ce cas, je vous suggère de rendre visite à notre patiente, Mia, dit le médecin plus amicalement. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. » Mia était allongée, plongée dans le silence et la pénombre. Son corps se remettait lentement, la douleur s'atténuait,
lui permettant de se détendre un peu et de se concentrer sur ce qui se passait. Elle comprenait qu'elle devait maintenant être extrêmement attentive, ne manquer aucun détail pour survivre et se venger de la trahison de son mari. La porte grinça doucement et un aide-soignant entra dans la chambre. Derrière lui, baissant timidement la tête, marchait un petit garçon d'environ 8 ans. Mia devina immédiatement qu'il s'agissait probablement de Karl, le fils de Thomas, que l'infirmière avait accusé d'avoir endommagé l'équipement. L'aide-soignant s'arrêta près du lit et la regarda d'un air désolé. « Je m'appelle Thomas. J'aimerais m'excuser pour… » « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement, s'efforçant de parler aussi gentiment que possible. « Pour Karl, répondit-il en faisant un signe de tête vers son fils. C'est un garçon vif, mais il ne casserait jamais rien. Très bien élevé. Entendant les mots de son père, Karl leva ses yeux remplis de larmes vers Mia. Ce n'était pas moi, murmura-t-il. Je n'ai rien touché. Mia sourit en le regardant. Je te crois. Pas besoin de vous excuser, tout va bien. Thomas soupira de soulagement. Merci. Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, répéta-t-elle. Papa, je peux rester ici ? Demanda soudain Karl, regardant Mia avec espoir. Thomas regarda son fils avec surprise. Eh bien, si Mia n'y voit pas d'inconvénient. Elle sourit. Ça ne me dérange pas. Reste, ce sera moins ennuyeux. Thomas hocha la tête et quitta la pièce. Karl s'approcha et la regarda timidement. Je peux m'asseoir ici ? Demanda-t-il en montrant une chaise voisine. Bien sûr, assieds-toi, répondit Mia. Karl resta silencieux un moment, jetant des regards timides à la gentille dame. Ça fait très mal ? Demanda-t-il, brisant le silence. Un peu, répondit Mia, mais ça va mieux. Tu vas bientôt guérir ? Je l'espère. Je l'espère vraiment. Un silence s'installa. Mia regarda Karl, essayant de comprendre quel genre de garçon il était. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, et en même temps une sorte de sagesse et de résilience qui dépassait son âge. « Raconte-moi quelque chose sur toi » demanda-t-elle. Karl réfléchit un instant, puis commença à parler. Il parla de son école, de ses amis, de ses livres et films préférés, mais surtout de sa mère. Elle s'appelait Masha. Elle était très gentille et la plus belle. Mia écoutait, retenant son souffle. Tout l'intéressait. « Comment tes parents se sont-ils rencontrés » demanda-t-elle. Karl sourit. Papa a failli rater son arrêt de bus et maman l'a réveillé. Et que s'est-il passé ensuite, s'enquit Mia. Papa a invité maman à sortir, répondit Karl, et ils ont commencé à se fréquenter. Et puis je suis né. Mais 4 ans plus tard, maman est tombée malade. Elle pensait qu'elle guérirait et n'a rien dit à papa, mais ensuite c'était trop tard. Elle ne sentait plus rien. Papa a dû appeler une ambulance. Ils ont emmené maman, mais 3 jours plus tard, elle était partie. Papa a beaucoup pleuré et je ne me souviens de rien de cette époque. On m'a envoyé chez ma grand-mère au village. Mia sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprenait la douleur que cette famille avait endurée. « Tu es courageux » dit Mia en serrant sa petite main. « Tu es très fort. » Karl soupira et regarda par la fenêtre. « Maman me manque beaucoup » murmura-t-il. Mia lui toucha doucement la joue. « Je comprends. Mais ne sois pas triste. Tout ira mieux. Je suis sûr que maman veille sur toi depuis le ciel. » Vraiment, s'illumina Karl. Bien sûr, j'en suis sûr. Le garçon resta assis un peu plus longtemps, puis dit poliment au revoir et partit. L'histoire de Karl sur sa mère toucha profondément Mia. Elle comprenait le chagrin que ce petit garçon avait enduré et sympathisait sincèrement avec lui. Involontairement, Mia se replongea dans ses pensées, essayant de reconstituer les fragments de ce puzzle enchevêtré. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si cette infirmière était liée d'une manière ou d'une autre à son mari ? Peut-être que Leslie travaillait pour lui. Soudain, elle se souvint comment Leslie avait insisté pour accuser le garçon d'avoir cassé l'équipement. Peut-être essayait-elle simplement de détourner l'attention pour couvrir ses propres actions. Ses pensées furent interrompues par le doux grincement de la porte. Un homme en costume entra dans la chambre. Son visage était sérieux et concentré. « Bonjour Mia » dit l'inconnu en tendant la main. « Je suis l'inspecteur Eric Stone. » Mia eut du mal à répondre à la poignée de main. « Bonjour » répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Je suis vraiment désolé que vous ayez dû traverser cela » commença le policier, la regardant avec sympathie. « Nous menons une enquête sur l'explosion à votre maison de campagne. » Mia hocha la tête. « Nous savons que vous étiez seul dans la maison.
À la suite de l'explosion, un incendie s'est déclaré. La maison a été complètement détruite. Mia resta silencieuse, attendant que l'inspecteur continue. Vous avez eu beaucoup de chance de survivre. C'est tout simplement un miracle. Elle fronça les sourcils. Un miracle? Que voulez-vous dire? Le fait est que, juste après l'explosion, un violent incendie s'est déclaré et quelqu'un vous a sorti de l'épicentre du feu. Vous vous en êtes sorti presque indemne, ne souffrant que d'une commotion cérébrale et de brûlures mineures. Mia était sous le choc. Elle ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé après l'explosion. « Et qui m'a sauvé ?» demanda-t-elle, regardant le visiteur avec espoir. « Malheureusement, nous ne le savons pas encore. Cette personne a disparu juste après vous avoir sauvé. Nous la recherchons. »« Et le chien ?» demanda soudain Mia. « Le grand chien, je l'ai vu avant l'explosion. » L'inspecteur la regarda avec surprise. Mia lui parla de l'animal errant qu'elle avait vu près du portail. L'inspecteur écouta attentivement et joignit les doigts. « Information intéressante. Nous allons vérifier cela. » Le silence s'installa. L'inspecteur la regardait pensivement, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. « Mia, dit-il finalement, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle se tendit, son pressentiment était mauvais. « Au cours de l'enquête, nous avons découvert que votre mari a d'importantes dettes. Des prêts bancaires et des prêts privés. Des dettes qui pourraient nuire non seulement à lui, mais aussi à ses proches. » Mia était stupéfaite. Elle ne savait rien des dettes de Roger. « Mais d'où cela vient-il » murmura-t-elle. « C'est lié à ses affaires » continua Eric Stone. « Dernièrement, il a été confronté à de graves problèmes financiers. Et peu avant l'accident, Roger Petrovitch a assuré votre vie pour un montant considérable. Donc, en cas de votre décès, il devait recevoir l'argent de l'assurance. Théoriquement, cela lui aurait permis de rembourser les dettes et de commencer une nouvelle vie. » Mia était silencieuse. Tout ce que disait l'inspecteur semblait irréel. Se pouvait-il vraiment que son mari soit responsable de tout? Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, dans le couloir de l'hôpital, d'autres événements non moins importants se déroulaient. Karl, qui ne parvenait toujours pas à se calmer après sa conversation avec Mia, décida de se promener un peu dans le service. La curiosité et la soif d'aventure le poussaient en avant, lui faisant oublier les avertissements stricts de son père. S'imaginant jouer à cache-cache avec lui-même, le garçon essayait de passer inaperçu, comme son super-héros de dessin animé préféré. Puis, se faufilant tranquillement le long du mur, il entendit une conversation à voix basse provenant du poste des infirmières. S'approchant, le garçon colla son oreille à la porte et tenta de déchiffrer les mots. La voix appartenait à Leslie. « Oui, tout se passe comme prévu », disait l'infirmière au téléphone. « Mais nous devons rester sur nos gardes. Quelque chose d'irréversible pourrait arriver à tout moment. » Karl se figea, tel un lapin face à un boa constrictor. Le garçon prit peur, bien qu'il ne comprît pas de quoi la femme parlait, il sentit qu'il y avait un danger dans ses paroles. « Je ferai tout demain matin », continua Leslie. « Personne ne se doutera de rien. L'important, c'est que cet aide-soignant ne fourre pas son nez là où il ne faut pas. Il est trop méticuleux. Mais ce n'est qu'un problème mineur. » Karl entendit un clic. Leslie avait mis fin à l'appel. Il recula de la porte, effrayé, et s'enfuit. Peu après, au coin du couloir, il heurta Lucas. Le médecin regarda le garçon d'un air de désapprobation évidente, marmonnant quelque chose d'inintelligible sur le fait que les enfants n'avaient rien à faire là. Bien sûr, le réanimateur comprenait parfaitement Thomas, il n'y avait tout simplement nulle part où laisser son fils pendant les vacances d'été. Karl regarda le médecin avec anxiété, se demandant s'il devait lui parler de la conversation surprise. Et s'il le grondait, lui disait que ce n'était pas bien? Pour être honnête, le garçon lui-même avait honte de ce qui s'était passé. Mais d'un autre côté, on ne pouvait pas remonter le temps. Ce qui est fait est fait. Mia avait à peine eu le temps d'absorber les informations de l'inspecteur que la porte de la chambre fut brutalement ouverte et Leslie entra. Il n'y avait aucune trace de sympathie ou d'inquiétude sur son visage, seulement une froide indifférence et une certaine malice cachée. « Piqûre » marmonna-t-elle en se dirigeant vers Mia avec une seringue à la main. Mia essaya de se redresser, mais son corps était faible et peu coopératif. Elle détourna timidement la tête, essayant d'éviter le regard de l'infirmière. « Qu'y a-t-il » demanda Leslie avec irritation, essuyant rapidement le site d'injection avec de l'alcool. « Vous n'aimez pas les piqûres » Mia tressaillit de douleur mais ne fit aucun bruit. « Vous voulez toute la même chose » continua Leslie. «
Juste vous plaindre et geindre. Aucune gratitude. Mia s'efforça de la regarder. Et de quoi devrais-je vous être reconnaissante? Leslie ricana avec mépris. De m'occuper de vous. Et du fait que vous soyez encore en vie. Mia serra les poings, essayant de contenir sa colère. Je n'ai pas demandé à être sauvée, murmura-t-elle. Une lueur hostile brilla dans les yeux de Leslie. Oh, vous n'avez pas demandé? Alors, que vouliez-vous? Mourir pour que votre mari puisse vivre confortablement avec sa maîtresse? Ou pensez-vous que je ne sais pas avec qui il s'est présenté dans le service? Une si jolie blonde, avec des jambes interminables. Mia resta silencieuse, abasourdie par l'attaque personnelle et grossière de l'infirmière. Oui, je sais tout, continua Leslie, la regardant avec hostilité. Croyez-moi, je suis consciente que votre mari est un scélérat et un traître. Mais vous ne valez pas mieux. Que dites-vous, murmura Mia, retenant à peine ses larmes. Que vous n'appréciez pas votre bonheur, s'exclama l'infirmière. Vous aviez de l'argent, une maison, un mari. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Leslie se tut, respirant lourdement. Les larmes emplirent ses yeux. Savez-vous pourquoi je suis comme ça? Demanda-t-elle en regardant Mia avec désespoir. Parce que mon fiancé m'a quittée. Il a appris que j'étais enceinte et s'est enfui comme un lâche. Mia la regarda avec surprise. Et que suis-je censé faire maintenant? Continua Leslie en sanglotant. Où irai-je avec l'enfant quand il naîtra? Dans un minuscule appartement avec mes parents? Qui m'épouserait avec le bébé d'un autre? Au moins, mon ventre ne se voit pas encore. Elle essuya ses larmes et regarda Mia avec haine. Alors maintenant, je dois plaire à toutes sortes d'hommes, ajouta-t-elle avec colère, juste pour que quelqu'un m'épouse. À cet instant, Mia ressentit une pointe de pitié pour cette femme malheureuse, comprenant que c'était le désespoir qui la poussait. Je suis vraiment désolée, dit Mia en tendant la main. Je sympathise sincèrement. Leslie retira sa main comme si elle se brûlait. Ne me plaignez pas. Je n'ai pas besoin de votre pitié. L'infirmière la fusilla du regard et quitta la pièce en claquant la porte. Mia resta seule, secouée par ce qu'elle avait entendu. Au fond, elle comprenait que l'infirmière était une victime des circonstances, une femme malheureuse poussée au désespoir. Mais d'un autre côté, était-ce la faute de Mia? Chacun est l'artisan de son propre bonheur, et de son malheur aussi. Seule dans le silence et la faible lumière de la chambre d'hôpital, Mia se replongea dans un passé lointain, à ces jours heureux où la vie semblait sans nuages et belle. Elle se souvint comment, en tant qu'artiste en herbe, elle gagnait un peu d'argent en décorant des vitrines et en peignant des portraits sur commande. Un soir de Nouvel An, un jeune homme l'avait approché. Le client était grand, imposant, avec un sourire charmant et des yeux bienveillants. Il s'était présenté comme Roger et lui avait demandé de peindre le portrait de sa mère pour son anniversaire. Mia fut flattée par la demande. Le jeune artiste lui plut immédiatement, sa façon de parler, sa confiance, sa galanterie. Mais quand elle apprit qu'il était dans les affaires, et avec un certain succès, elle douta soudain de ses capacités. Le portrait devait être spécial, reflétant le caractère et l'âme de la personne. « Je ne suis pas sûr de pouvoir honorer votre commande, » dit Mia timidement, baissant les yeux. « Après tout, je ne suis qu'une débutante. »« Oh, ne soyez pas modeste, » sourit Roger. « J'ai vu votre travail, c'est magnifique. De plus, je n'ai pas besoin d'un professionnel. J'ai besoin de quelqu'un qui mettra son âme dans le portrait, pas seulement quelqu'un qui copiera une photographie. » Les mots de Roger touchèrent Mia. Elle sentit au fond de son cœur qu'il croyait vraiment en elle. Finalement, elle accepta la commande. « Laissez-moi le faire gratuitement, » offrit-elle soudain. « Ce sera mon cadeau pour votre mère. » Roger la regarda avec surprise. « Pourquoi? Je suis prêt à payer n'importe quel montant. »« Je n'ai pas besoin d'argent, » répondit Mia avec un sourire. « Je veux juste faire quelque chose de gentil pour votre mère. Et pour vous aussi, par la même occasion. » Roger fut impressionné par son désintéressement. Il réalisa qu'il avait affaire à une fille spéciale, différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Mia se jeta avec enthousiasme dans le travail. Elle passait des heures dans son atelier, peignant le portrait à partir d'une photographie. Au fond d'elle, elle voulait qu'il soit parfait, qu'il reflète toute la beauté et la bonté de cette femme. Roger lui rendait souvent visite, apportant du café, des fruits, lui parlant de sa vie et de sa famille. Une amitié chaleureuse naquit entre eux, qui se transforma bientôt en quelque chose de plus. Sans même s'en rendre compte, ils commencèrent à passer tout leur temps libre ensemble, se promenant dans les parcs,
allant au théâtre et au cinéma, se lisant des livres à voix haute. Mia était plus heureuse que jamais. Lorsque le portrait fut terminé, Roger fut ravi. Il dit que c'était le plus beau cadeau qu'il ait jamais fait à sa mère. « Mia, dit-il en la regardant droit dans les yeux, tu n'es pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi une personne merveilleuse. Je veux que tu sois toujours à mes côtés. » Bientôt, il la demanda en mariage. Mia n'hésita pas une seconde et accepta. Les préparatifs du mariage battaient leur plein. La jeune femme était heureuse, mais aussi un peu inquiète, comme toute jeune mariée. Elle comprenait qu'elle entrait dans une nouvelle famille où elle ne serait peut-être pas acceptée tout de suite. Mia était particulièrement anxieuse à propos de sa belle-mère. Elle savait que Mindy était une femme volontaire, habituée à tout contrôler. Environ 2 semaines avant le mariage, la mère de Roger l'invita à prendre le thé. Mia avait l'impression de passer un examen. La belle-mère était très hospitalière et polie, mais Mia remarqua une lassitude cachée dans son regard. « Mia, » commença Mindy après une brève conversation sur les préparatifs du mariage, « je suis très heureuse que tu deviennes la femme de mon fils. Mais je veux que tu saches quelque chose. » Mia se tendit, sentant un piège. « J'aime beaucoup Roger et je veux qu'il soit heureux. Mais j'ai besoin d'être sûre que tu aimes vraiment mon fils et non son argent. » « Je n'ai jamais été matérialiste, » répondit Mia en faisant une petite moue offensée. « Et j'aime Roger non pas pour son argent, mais pour qui il est en tant que personne. » Mindy sourit. « Je comprends. Mais tu dois aussi me comprendre. J'ai besoin de te tester. C'est pour le bien de Roger, mais aussi pour celui de votre famille. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Mia. « Je te propose de passer un petit test, » répondit la belle-mère. « Si tu le réussis, je serai sûre de tes sentiments. » Mia fronça les sourcils. « Quel genre de test ?»« Travaille comme femme de ménage dans notre entreprise avec Roger pendant 1 semaine, » dit Mindy. « Si tu te sors de ce travail, je saurai que tu es prête à tout pour Roger. » Mia fut choquée par la proposition. Elle n'avait jamais travaillé comme femme de ménage et ne savait même pas en quoi consistaient les tâches. Finalement, elle accepta, voulant prouver à Mindy que ses sentiments étaient sincères. Pendant 1 semaine entière, Mia travailla comme femme de ménage dans l'entreprise de Roger, lavant les sols, époussetant, sortant les poubelles. C'était un travail dur et sale, mais elle ne se plaignit pas. Elle suivit patiemment toutes les instructions de sa belle-mère, essayant de tout faire aussi bien que possible. À la fin de la semaine, Mindy la convoqua dans son bureau. « Je t'ai observé tous les jours, » dit-elle en regardant sa belle-fille avec approbation. « Et je dois admettre que tu m'as agréablement surprise. On dit des filles comme vous qu'elles peuvent entrer dans une maison en feu et arrêter un cheval au galop. Je ne m'opposerai donc pas à votre mariage. Tous mes vœux de bonheur à vous deux. » Se souvenant de cela maintenant, Mia ne put retenir ses larmes. Quelle idiote elle avait été d'accepter les caprices de cette famille folle. Et qu'avait-elle obtenu en retour? Rien que de la trahison, et rien de plus. Alors que Mia essayait douloureusement de se souvenir de son passé, un système de contrôle automatique de l'éclairage dans l'une des salles de l'hôpital tomba soudainement en panne. Cela ne représentait aucune menace directe pour la vie des patients, mais causa une irritation extrême à Lucas. Après tout l'équipement était neuf, fraîchement acheté au fournisseur. Il n'est pas possible que l'équipement tombe en panne aussi souvent, grommela Lucas en examinant le dysfonctionnement. Soit ils nous ont vendu un lot défectueux, soit quelqu'un sabote délibérément les appareils. Comme par hasard, Leslie se trouvait à proximité, prête à tout moment à jeter de l'huile sur le feu. « Je vous l'avais dit » dit-elle d'un ton hautain. « C'est entièrement la faute de Karl. Ce gamin est à blâmer. Il traîne toujours là où il ne devrait pas et touche à tout. » Entendant cela, Thomas défendit immédiatement son fils. « Ce n'est pas vrai » s'exclama-t-il. « Karl n'aurait pas pu faire ça. Mon fils est bien élevé. »« Que savez-vous de votre propre fils » ricana l'infirmière avec mépris. « Vous êtes toujours au travail et votre moulin à parole est laissé sans surveillance. » Une querelle éclata, attirant l'attention d'autres membres du personnel de l'hôpital. La rumeur de l'incident parvint rapidement au médecin-chef, un homme sévère et autoritaire. Finalement, le patron, qui ne tolérait ni les scandales ni le désordre, convoqua le médecin réanimateur pour une réprimande. « Que se passe-t-il là-bas, Lucas » demanda Bruce d'un ton menaçant, regardant le jeune médecin par-dessus ses lunettes. « Pourquoi y a-t-il des pannes constantes et le chaos dans votre service ?» Lucas tenta d'expliquer la situation, mais le chef ne le laissa même pas finir. « Je ne veux pas d'excuses » l'interrompit-il. « J'exige que vous mettiez de l'ordre.
Et pour commencer, j'ai décidé de renvoyer cet aide-soignant. Il ne vaut rien. On se débrouillera sans lui. Lucas était choqué. Mais Bruce, c'est un excellent employé. Il n'est certainement pas à blâmer pour ce qui se passe. Ça m'est égal, le trancha le médecin-chef. Il ne surveille pas son fils, et je ne tolérerai pas ça dans mon hôpital. Il y a des règles de fonctionnement interne, après tout, et elles s'appliquent à tout le monde. Lucas essaya de défendre l'aide-soignant, mais le médecin-chef fut inflexible. Si vous ne vous calmez pas, Lucas, menaça-t-il, vous serez probablement le prochain sur la liste des licenciements. Lucas comprit qu'il était inutile de discuter. Il était impuissant face à une telle autorité. Abattu, l'homme quitta le bureau et se dirigea vers Thomas pour lui annoncer la triste nouvelle. En apprenant son licenciement, l'aide-soignant fut littéralement démoralisé. Le veuf comprenait parfaitement qu'il serait désormais difficile de trouver un autre emploi, surtout avec un jeune enfant. Oui, Karl n'était plus un bébé, mais il était encore trop tôt pour le qualifier d'indépendant. Lucas était sincèrement désolé pour l'aide-soignant mais ne pouvait rien faire pour l'aider. Le médecin se sentait également coupable de ne pas avoir pu défendre un employé aussi loyal et consciencieux devant la direction. Alors, secrètement, Lucas décida d'agir de son propre chef. Il ne pouvait permettre qu'un innocent souffre à cause des intrigues et des machinations de quelqu'un. Le médecin se souvint d'une vieille connaissance qu'il avait autrefois sauvée de la mort en réalisant une opération compliquée. Lui et Patrick se tutoyaient depuis longtemps et se considéraient comme des amis. Sacha était dans le commerce de l'électronique et avait des relations dans de nombreux cercles. Après réflexion, Lucas le contacta et lui demanda une faveur. « Patrick, voilà le problème. J'ai besoin de caméras de surveillance cachées. Très petites, discrètes. Du genre que tu as. » « Et pourquoi ça ?» demanda l'homme d'affaires, surpris. « Tu prévois d'espionner les patients ?» Lucas expliqua la situation, gardant naturellement le silence sur Mia et ses soupçons concernant son mari. Après l'avoir écouté, Patrick promit de l'aider. « Ne t'inquiète pas, je trouverai tout ce dont tu as besoin. Tu m'as ramené d'entre les morts un jour. Les dettes doivent être remboursées. » Lucas le remercia et raccrocha. Franchement, le médecin espérait qu'avec la surveillance cachée, il identifierait ceux qui endommageaient délibérément l'équipement et accusaient des innocents. Bien sûr, Lucas comprenait qu'il risquait sa carrière en faisant cela, mais il ne pouvait agir autrement. Après tout, il était médecin, et son devoir était de protéger les patients et de se battre pour la justice. Et tandis que Lucas se préparait secrètement à mener sa propre enquête, des événements tout aussi dramatiques se déroulaient loin des murs de l'hôpital. Roger, confiant dans son impunité et la mort imminente de Mia, arriva sur le site de l'incendie récent qui avait détruit leur maison de campagne. Accompagné de sa maîtresse, les visages des amants ne montraient pas le moindre soupçon de sympathie ou de chagrin, seulement de la malice et l'anticipation d'un gain rapide. « Eh bien, Sarah, dit Roger en la serrant par la taille, bientôt nous vivrons comme des rois. Mia est finie, et l'assurance couvrira toutes les dettes. » Sarah sourit d'un air suffisant. « Je n'en doute pas. Quelqu'un construira un manoir luxueux avec vue sur le lac juste au-dessus de cette épave. » Sur ces mots, l'homme d'affaires sortit un mètre ruban de la voiture et commença à mesurer méthodiquement le terrain, prévoyant déjà de vendre la parcelle pour la construction. Il se fichait éperdument des souvenirs du passé ou des jours heureux qu'il avait passés ici avec Mia. Les pensées de Roger étaient entièrement consumées par l'argent et la nouvelle vie qu'il avait l'intention de construire sur ses cendres. « Il faudra que j'engage une équipe pour démolir toute cette camelote, » dit Roger en regardant les restes calcinés avec dégoût. À cet instant, un grand chien errant, celui-là même que Mia avait vu avant l'explosion, sortit des buissons. Surpris, Roger recula et attrapa un bâton qui gisait sur le sol. « Sale cabot !» cria-t-il. « Je vais te donner une leçon. » L'homme d'affaires lança un coup vers le chien, mais celui-ci l'esquiva adroitement et lui mordilla gentiment la jambe. « Et s'il a la rage ?» glapit Sarah. « S'il te plaît, fais quelque chose. » Enragé et effrayé, Roger leva de nouveau le bâton, visant à frapper durement le chien. « Arrêtez-vous là !» lança une voix autoritaire derrière lui. Roger se retourna et vit un inspecteur debout sous un arbre, observant la scène de près. « Que faites-vous ici ?» demanda Roger, essayant de cacher sa confusion. « C'est une propriété privée. »« Je mène une enquête, » répondit Eric Stone, « et je vous conseille vivement de ne pas toucher cet animal. » Comme s'il sentait qu'il était maintenant sous protection, le chien s'approcha de l'inspecteur et pressa son museau contre sa jambe. Eric Stone caressa la tête du chien et regarda Roger avec mépris. «
Réalisant que sa position devenait à nouveau précaire, le mari de Mia décida de changer de tactique. Il s'approcha de l'inspecteur et dit à voix basse, « Je comprends que vous ne faites que votre travail, mais peut-être pourrions-nous trouver un arrangement? Je serais heureux de vous montrer ma reconnaissance. » L'inspecteur le regarda avec dégoût. « Essayez-vous de me soudoyer ?» Roger pâlit. « Non, bien sûr que non. Je voulais juste vous remercier pour votre travail acharné. » Tenter de soudoyer un fonctionnaire est une infraction pénale, dit froidement Eric Stone. « Je vous suggère de garder cela à l'esprit. » Roger baissa la tête en silence. « Et maintenant, » continua l'inspecteur, « je vous demande de quitter les lieux et de ne pas revenir ici sans ma permission. » Sans un mot, Roger monta dans la voiture avec Sarah et partit. Eric Stone regarda la voiture disparaître au loin, puis baissa les yeux vers le chien qui le regardait avec confiance. « Eh bien, mon pote, ça te dirait de venir avec moi? Il n'y a plus rien pour toi ici. » L'inspecteur conduisit le chien à sa voiture, garée un peu plus loin. Le chien suivit docilement sa nouvelle connaissance. Eric ouvrit la portière avant et fit signe au chien de monter. Sans hésitation, il sauta sur le siège passager et posa ses pattes sur le tableau de bord. Eric Stone sourit. « Eh bien, tu n'es pas timide, toi. Comme si tu avais voyagé dans ma voiture toute ta vie. » Il prit le volant et démarra en douceur, jetant un regard de côté à son passager. L'inspecteur réalisa soudain quelque chose. Les yeux du chien lui semblaient étrangement familiers. Et puis, ça le frappa. Le chien le regardait exactement de la même manière que son défunt ami Igor. Igor, qui était mort un mois plus tôt en service. Un vrai professionnel, toujours prêt à aider dans les moments difficiles. Eric avait très mal vécu sa mort et avait même juré de soutenir la veuve et la jeune fille d'Igor autant qu'il le pourrait. « D'accord, Bozan, j'espère que tu aimes ce nom, » dit l'inspecteur avec un sourire en s'engageant sur l'autoroute. « Tu vas vivre avec moi maintenant. Je suis un homme seul et il y a plus qu'assez de place chez moi. » Malgré ses pensées troublées et son vague malaise, la journée de Mia se passa relativement calmement. Son corps épuisé avait pris le dessus, la plongeant dans un sommeil profond, bien qu'agité. De légers frissons et une faible fièvre apportaient un certain inconfort, mais dans l'ensemble, son état s'était stabilisé. Quand Mia se réveilla vers le soir, elle se sentit un peu mieux. Son esprit était plus clair et son corps se remplissait d'une énergie faible mais tangible. La première chose qu'elle fit fut de regarder autour de la pièce, essayant de comprendre ce qui s'était passé pendant son sommeil. Sur la table de chevet se trouvait un petit morceau de papier plié en 4. Mia eut du mal à lever la main, le prit et le déplia. C'était un mot écrit d'une main d'enfant mal assurée. De petites lettres déchiquetées apparaissaient sur la feuille. « Papa a été renvoyé parce qu'ils ont dit que j'ai tout cassé. On s'en va. C'est dommage que ça se soit passé comme ça. Merci pour tout, Karl. » Son cœur se serra de douleur. Mia imagina le jeune veuf, anéanti et affligé, forcé de quitter l'hôpital après avoir perdu son emploi et ses moyens de subsistance. Thomas et Karl, ils étaient devenus un rayon de lumière pour elle dans ce monde sombre de mensonges et de trahison. Ces personnes bienveillantes lui rappelaient que la gentillesse, la compassion et la miséricorde existaient encore dans le monde. Cette nuit-là, alors que l'hôpital était enveloppé de silence, Lucas, risquant sa carrière, commença à mettre son plan à exécution. Il installa des caméras cachées dans tout le service. Le médecin les plaça dans les couloirs, au poste des infirmières et dans certaines chambres de patients qui n'avaient pas encore subi de dysfonctionnement. Lucas était convaincu qu'avec ces enregistrements, il pourrait découvrir la vérité et démasquer tous les responsables. Pendant ce temps, dans un appartement luxueux d'un quartier chic de la ville, Roger venait d'apprendre par Leslie que Mia avait repris connaissance. Après son appel, l'homme d'affaires était paniqué. « Que allons-nous faire maintenant ?» cria Sarah, hystérique, en se tordant les mains. « Elle va tout dire à l'inspecteur. » Roger resta silencieux, déchiré par le doute. Il comprenait que la situation échappait à tout contrôle. Il devait prendre une décision, et vite. « Peut-être qu'on s'enfuit, hein ?» suggéra Sarah. « Tout de suite. Oublions l'assurance. Prenons l'argent qui nous reste et partons le plus loin possible. » Roger hésita. La dernière chose qu'il voulait, c'était d'être en fuite, vivant dans une peur constante. « Roger, réfléchis, » dit Sarah en le serrant dans ses bras et en le regardant dans les yeux. « Si nous restons, ils nous jetteront en prison. C'est ce que tu veux ? Attendons au moins un peu, » dit-il finalement. « Peut-être que ça se calmera. » « Ça ne se calmera pas, » s'exclama Sarah. Elle est réveillée, et l'inspecteur réalisera que l'explosion n'était pas un accident.
Finalement, convaincu par les supplications de Sarah, Roger prit sa décision. D'accord, nous partirons. Mais pas demain. J'ai quelque chose à terminer d'abord. Soulagée, Sarah se blottit contre Roger. Le lendemain matin, l'hôpital accueillit Mia avec le même silence oppressant et un sentiment de danger imminent. Sa mémoire, telle une mosaïque, se reconstituait peu à peu, formant une image de plus en plus claire. Des visages familiers apparurent de nouveau dans les couloirs du service, certains inspirant la confiance, d'autres provoquant le malaise. Parmi eux se trouvait Leslie, qui semblait aujourd'hui inhabituellement énergique et confiante. Mia ne pouvait se défaire du sentiment que l'infirmière préparait quelque chose. Leslie, comme si elle sentait le regard de Mia, lui lança un sourire narquois et se dirigea vers le bureau du médecin-chef. Mia soupçonnait Leslie de tenter à nouveau de s'attirer les faveurs de Bruce, espérant être promue infirmière en chef. Pendant ce temps, après sa tournée matinale, Lucas, épuisé par une nuit blanche, rentra chez lui. Mais avant d'aller se coucher, il décida de visionner le dernier enregistrement vidéo, réalisé le matin même. Au moment où il regarda l'écran, le médecin se figea, stupéfait par ce qu'il voyait. La vidéo montrait clairement une infirmière, après s'être assurée que personne ne la regardait, en train de désactiver délibérément un équipement dans la chambre d'un patient gravement malade. Lucas était furieux et avait du mal à croire que Leslie, une personne en qui il avait eu confiance, puisse être capable d'une telle chose. Attrapant son ordinateur portable, il se dirigea immédiatement vers le bureau du médecin-chef pour lui faire part de sa découverte. Un silence tendu régnait dans le bureau de Bruce. Le directeur, le visage sombre, griffonnait quelque chose dans son carnet. « Bruce, » dit Lucas en entrant, « il faut qu'on parle. C'est urgent. »« Quelque chose ne va pas ?» demanda le médecin-chef en levant son regard lourd. « J'ai découvert qui sabote l'équipement dans notre service. » Bruce haussa les sourcils de surprise. « Vraiment ? Et qui est-ce ? » ?»« C'est Leslie, notre infirmière, » répondit Lucas. « Et j'ai des preuves. » Il montra immédiatement les images de surveillance. Bruce était choqué. « Ce n'est tout simplement pas possible, » murmura-t-il. « Leslie a toujours été si diligente, si responsable. » « Malheureusement, comme vous pouvez le voir, » répondit Lucas. « Je ne sais pas ce qui l'a poussée à faire ça, mais il est clair qu'elle n'agissait pas seule. » Le médecin-chef, se ressaisissant, convoqua immédiatement la coupable dans son bureau. « Leslie, » dit-il en regardant sa subordonnée avec dédain, « vous êtes accusée d'avoir délibérément endommagé du matériel médical. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Leslie pâlit en voyant les images. « Ce n'était pas moi. C'est un montage. » « Ne mentez pas, » l'interrompit son supérieur. « J'ai des preuves irréfutables de votre culpabilité. Racontez-nous tout, tel que ça s'est passé. » Sous la pression des preuves, Leslie craqua et avoua. Elle admit avoir été engagée par le représentant d'une entreprise concurrente qui vendait du matériel médical. En tant qu'infirmière, elle avait reçu pour instruction de saboter les machines qui n'étaient pas critiques pour les soins aux patients afin de favoriser de nouveaux achats auprès du fournisseur visé. Au fond, Leslie avait espéré recevoir une généreuse récompense et une promotion pour ses actions, mais ses plans n'étaient pas destinés à réussir. Bruce était furieux. « Vous êtes renvoyé, et je veillerai personnellement à ce que vous ne travailliez plus jamais en médecine. » En sanglots, Leslie était prête à tomber à genoux devant lui, le suppliant de lui pardonner. Le médecin-chef hésita, puis proposa de convoquer un petit conseil pour décider du sort de l'infirmière. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement dans l'hôpital. Tout le monde était choqué et indigné par ses actions. Ironiquement, ce fut nul autre que Lucas qui prit la défense de Leslie, demandant qu'on lui donne une dernière chance. Son vote s'avéra décisif dans la décision du conseil de renvoyer ou non Leslie. La révélation de la trahison de l'infirmière et de son plan malveillant fut comme une bouffée d'air frais, un signe que le cauchemar pourrait enfin toucher à sa fin. Cependant, Mia savait que ce n'était qu'une petite partie de la vérité. Les vrais coupables étaient toujours en liberté. Ses pensées retournèrent à la cachette dans le bureau de Roger et à ces mystérieux documents qui auraient pu être la clé de tout. Elle réalisa finalement qu'elle devait en parler à l'inspecteur au plus vite. Rassemblant ses forces, Mia demanda à l'infirmière de l'appeler. Eric Stone entra dans la chambre, le visage sérieux et concentré. Il écouta attentivement son histoire, sans l'interrompre ni poser de questions inutiles. « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir parlé plus tôt, » dit Mia quand elle eut terminé. « J'avais juste peur et je ne savais pas à qui faire confiance. » Eric Stone hocha la tête.
Je comprends vos inquiétudes, mais le plus important maintenant est de nous aider à découvrir la vérité. Après une brève pause, l'inspecteur ajouta, « Vous savez, j'aimerais vous raconter une histoire. » Mia le regarda avec surprise. « Une histoire sur le chien que vous avez vu avant l'explosion, » expliqua Eric. Mia retint son souffle. « Après avoir entendu votre témoignage, j'ai décidé d'en savoir plus sur l'animal, et ce que j'ai découvert m'a stupéfié. » Il raconta alors la triste histoire de Bozan. Il s'avéra qu'il travaillait auparavant comme assistant de sauvetage fluvial. Étant un chien intelligent et loyal, il aidait à sauver de nombreuses vies sur le fleuve aux côtés de son maître. Mais un jour, le maître tomba gravement malade, avec une forte fièvre. Il s'est avéré plus tard qu'il avait une double pneumonie, et il a commencé le traitement trop tard. Quand le sauveteur est décédé, Bozan a terriblement souffert de son absence et est venu sur sa tombe pendant près d'un mois, hurlant la nuit. Puis, incapable de supporter la séparation, le chien s'est enfui du service de sauvetage fluvial et a commencé à errer. Je ne sais pas comment, mais au cours de ces pérégrinations, Bozan s'est retrouvé près de votre maison de campagne, continua l'inspecteur. Je suis sûr que c'est lui qui vous a sorti du feu, au péril de sa propre vie. En écoutant cette histoire, Mia ne put retenir ses larmes. Elle était profondément émue. Pauvre bête, murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. Il m'a sauvé en risquant sa propre vie. Oui, dit Eric, Bozan est un vrai héros. Il marqua une pause. Puis ajouta, « Vous savez, Mia, je crois d'une manière ou d'une autre que l'esprit de mon défunt ami et collègue Igor s'est incarné dans ce chien. Ils sont si semblables, courageux et responsables. » Merci. Maintenant je sais à qui je dois la vie, dit Mia. Il hocha la tête et quitta la pièce, promettant de la tenir au courant. Le jour même, Roger fut arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait de fuir le pays. Sarah était toujours en fuite, mais sa capture n'était qu'une question de temps. Peu après l'arrestation de Roger, Thomas retourna à l'hôpital. Le médecin-chef s'excusa auprès de lui et le réintégra dans son poste. Quand Karl l'apprit, il courut dans la chambre d'hôpital de Mia et la serra fort dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, tante Mia. » Une semaine passa, remplie d'événements, de découvertes et de rebondissements inattendus. Tandis que Mia se remettait progressivement du traumatisme qu'elle avait subi, elle sentit quelque chose de nouveau s'éveiller en elle. Quelque chose de vibrant et plein de lumière. Elle ne se voyait plus comme une victime impuissante, mais comme une femme forte et déterminée, prête à se battre pour son avenir. Demandant à Lucas des peintures et une toile, elle décida d'exprimer sa gratitude à Bozan à travers une œuvre d'art. Mia voulait capturer son courage, sa loyauté et sa beauté extraordinaire. Et comme par magie, Bozan se transforma véritablement en un chien magnifique. Son pelage brillait, une étincelle s'alluma dans ses yeux, et sa démarche devint assurée et gracieuse. Karl l'aida avec le portrait, toujours à ses côtés comme un petit ange gardien. Il lui tendait les peintures, nettoyait les pinceaux, racontait des histoires drôles et offrait simplement sa présence calme et réconfortante. Un lien spécial se forma entre eux, rempli de chaleur et de tendresse. Elle le traitait comme un membre de sa famille, et il répondait avec un amour et une dévotion sincères. En même temps, une étincelle d'affection commença à naître entre Mia et Thomas. L'aide-soignant, la regardant s'occuper de son fils, ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Il appréciait sa gentillesse, sa sincérité et sa manière naturelle avec les enfants. À son tour, Mia voyait en Thomas un homme fiable, décent et travailleur, quelqu'un qui pouvait offrir de l'amour et du bonheur. Leur relation se développa lentement et prudemment, mais chaque jour qui passait, ils devenaient plus proches et plus précieux l'un pour l'autre. Par un coup du sort, la vie de Leslie commença aussi à changer. Regrettant ses actions, elle coopéra activement avec l'enquête, aidant à démasquer d'autres personnes impliquées dans le complot criminel. Au cours de la procédure, Leslie se rapprocha de l'inspecteur Eric qui, voyant son remords sincère, répondit avec compassion et compréhension. Quand Eric apprit qu'elle était enceinte et en difficulté, il lui offrit immédiatement son soutien. Avec le temps, leur lien s'approfondit pour devenir quelque chose de plus. Eric était prêt à accepter Leslie et son enfant à naître, à devenir pour eux un mari et un père aimant. Enfin, le jour tant attendu de la sortie de Mia arriva. Elle l'attendait avec impatience, rêvant de retourner à une vie normale et de prendre un nouveau départ. Mia sortit de l'hôpital au bras de Thomas, rayonnante de bonheur et d'amour. Karl courait devant, agitant un bouquet de fleurs, tandis que Bozan trottait fièrement à leur côté, remuant la queue et aboyant joyeusement. Il semblait que rien ne pouvait assombrir ce moment parfait. Mais soudain, Sarah apparut au coin du bâtiment.
La haine et la soif de vengeance brûlaient dans ses yeux. Elle serrait une paire de ciseaux dans sa main. « Je vengerai Roger !» cria-t-elle en se précipitant sur Mia. « Tu as ruiné nos vies. » Le temps sembla se figer. Mia, paralysée par la peur, ne pouvait bouger. Thomas, pris au dépourvu, se figea et ne réagit pas à temps. Mais Bozan, sentant le danger, bondit immédiatement pour la protéger. Il se jeta sur Sarah, attrapa sa robe et la projeta au sol. Elle hurla de fureur mais lâcha les ciseaux. Les gardes de sécurité se précipitèrent, la maîtrisèrent et la remirent à la police. Reprenant ses esprits, Mia jeta ses bras autour de Bozan et le serra fort. « Merci, mon héros » murmura-t-elle en embrassant son nez humide. « Tu m'as encore sauvé. » Un mois plus tard, le jour de la justice tant attendu arriva. La salle d'audience était emplie d'un silence tendu, rompu seulement par les chuchotements étouffés du public. Sur le banc des accusés était assis un Roger pâle et usé et une Sarah pleinement consciente de la gravité de leur crime et de l'inévitabilité de la punition. Mia était submergée par un tourbillon d'émotions, colère, douleur, déception, mais aussi soulagement et espoir d'une juste résolution. Elle regarda Roger, l'homme qu'elle avait autrefois aimé plus que tout, et ne le reconnaissait plus. Ses yeux étaient vides, complètement sans vie, et il n'y avait aucune trace de remords sur son visage. Après avoir entendu les plaidoiries de l'accusation et de la défense, le tribunal, ayant examiné tous les aspects de l'affaire, rendit finalement son verdict. Roger, reconnu coupable de tentative de meurtre et de fraude, fut condamné à une longue peine de prison. Sarah, en tant que complice, reçut également sa peine. En entendant le verdict, Mia soupira de soulagement. La justice avait prévalu, et maintenant elle pouvait regarder vers l'avenir sans craindre pour sa vie. Peu après le procès, Mia divorça officiellement de Roger. La procédure fut rapide et sans complications. Son ex-mari ne contesta pas les décisions et accepta son sort. À ce moment, Thomas, réalisant l'importance de ce qui s'était passé, regarda Mia avec inquiétude et amour. « Mia, je ne peux plus attendre » dit-il d'une voix tremblante. « Je t'aime. Veux-tu m'épouser » Sans hésiter une seconde, elle répondit « oui ». Karl se précipita joyeusement pour la serrer dans ses bras, et pour la première fois, appela Mia maman. Des larmes coulèrent sur les joues de Mia. Elle réalisa qu'à partir de maintenant, sa vie serait complètement différente. Elle se sentait heureuse.